8 ans de détention en 3 ans de procès et 14 demandes de mise en liberté provisoire rejetées plus tard. Laurent Gbagbo vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale au même titre que son compagnon et ancien ministre Charles Blé Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire par une décision qui a un écho encore plus grand que lors de la libération de Jean-Pierre Bemba à la surprise générale le 8 juin 2018. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des deux accusés, une décision suspendue suite à la demande du procureur dans l'attente de nouvelles appels. Et comme dans le cas de Jean-Pierre Bemba, libéré après 10 ans dans les geôles de la CPI, se pose la question de la durée en détention des accusés. Laurent Gbagbo aura perdu 8 années de sa vie avant de jouir d'une telle décision. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette période relativement longue avant que les décisions ne soient rendues? Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent-ils déjà pousser un ouf de soulagement? L'appel du procureur est-il en l'état suspensif de l'exécution de la décision des juges? Et quelles sont les implications d'une telle décision sur le microcosme politique ivoirien déjà pris, on le sait, par la perspective de la présidentielle de 2020? Laurent Gbagbo peut-il rentrer aujourd'hui en toute quiétude en Côte d'Ivoire, où il a déjà, on le sait, été condamné par contumace à 20 ans de prison? Autant de questions et bien d'autres encore seront au menu de cette émission Angle de vue. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés, vitalité de la Cour pénale internationale ou preuve de failles évidentes, c'est le thème retenu pour l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de vue, l'émission qui permet le décryptage de l'actualité politique sur Sika. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau aujourd'hui, d'abord, Emery Oulabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste spécialiste des questions internationales. Face à vous aujourd'hui, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour. Vous êtes également juriste, analyste politique des scènes de joie de l'IS à Abidjan, mais aussi à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais aussi devant la Cour pénale internationale. Mais Oulabi, est-ce que c'est une décision de la CPI qui se fonde comment, sur quoi se fonde cette décision de la CPI à votre entendement? Évidemment, il faut déjà dire que c'est une décision historique. Et ensuite, le fondement de ces décisions n'est relatif qu'à la demande de la défense, qui a demandé à la Cour de pouvoir donner suite à sa requête de demande de libération provisoire, liberté provisoire, mise en liberté provisoire et d'acquittement de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est sur ces fondements que le président a lui jugé. Et il a dit lors de la présentation des conclusions de la défense, des réponses apportées à ceux du procureur, qu'il disait déjà à l'époque, à cette étape du procès, qu'il y avait déjà quasiment tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre une décision qui était très attendue, qui est tombée hier et qui en fait ne fait que conforter nos aspirations et nos attentes et nos suspicions quant à ce que M. Gbagbo soit libéré, et évidemment avec M. Blé Goudé. Donc évidemment c'est une décision qui, pour tout analyste juridique, est convenable, ne trahit pas évidemment le cours du procès. Voilà, pas sûr que les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ou encore le procureur soient de votre avis. Hilaire Kofidia, le procureur n'a pas été capable d'apporter suffisamment de preuves pour démontrer que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient à l'initiative d'un plan commun visant à se maintenir au pouvoir et de ce fait à user de violence pour y parvenir. Ce sont là, je dirais, l'énoncé du juge président. Comment et pourquoi a-t-on pu attendre plus de 7 ans avant d'en arriver à cette conclusion-là? Oui, on a attendu 7 ans ou 8 ans pour la simple raison que le droit ne se dit pas dans la rue, mais plutôt dans les tribunaux. Et du moment où il y a un accusateur et un défenseur, il faut forcément apporter des preuves. Et le juriste consulte allemand Irin a dit, la preuve à la rançon du droit. Et donc le procureur a
a fait venir 82 témoins à charge pour apporter la preuve de ce que Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont commis un crime contre l'humanité ou crime de guerre et violation, meurtre et tout ce qui suit. Mais les 82 témoins n'ont pas suffi. Il a fait venir encore d'autres témoins et par la langue, on a constaté que les preuves sont insuffisantes. Or, tout le droit repose sur les éléments de preuve. Et en présence d'insuffisance de preuves, il va de ce que le juge soit en mesure de prononcer un acquittement pur et simple. Et c'est ce à quoi on a assisté. Et donc, il a fallu toutes les accusations se sont évaporées à la mesure où il a fallu déplacer des juges pour aller constater les faits et constater qu'en réalité, les prétentions ou les allégations du procureur ne sont pas tout à fait fondées. Et que bon, mais là où le bas blesse, c'est que c'est suite à une élection que le conflit est né. Et on a assisté à 3000 morts. Et en matière de guerre civile, il y a deux partis, il y a deux camps, il y a deux protagonistes. Et déjà, moi, je voyais l'acquittement venir dans la mesure où, quand il y a guerre, il y a deux partis, je disais tantôt. Tout à fait. Une partie va tuer, l'autre aussi va tuer. Mais on s'est contenté juste de présenter une seule partie. Et c'est là que jusqu'à ce jour, c'est là déjà que la procédure est viciée. Parce qu'on doit trouver des responsables d'un côté comme de l'autre. Mais on a vite fait de trouver les responsables d'un seul côté. Justice des vainqueurs, donc. Évidemment. Justice des vainqueurs, donc. Justice des vainqueurs. Et comme vous le dites si très bien, le thème du jour, vitalité de la CPI. Parce qu'aujourd'hui, les juges ne sont plus manipulés. Aujourd'hui, et les autorités françaises n'ont plus trop de pouvoir aujourd'hui sur les juges de la CPI, ou que les juges de la CPI ne sont plus aux ordres. Donc le droit a été dit. Voilà. Et Doura l'Est, c'est de l'autre. Doura. La loi est due, mais c'est la loi. Voilà. Doura l'Est, c'est de l'Est. Donc, vitalité de la CPI, et sans doute que, à travers cette décision, la CPI prouve encore à ses détracteurs qu'elle reste quand même une cour sérieuse qui ne juge que les faits. Oui, sur les faits, oui, mais il faudrait aussi voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Voyez-vous, oui, sur le fond, des décisions dignes du son nom, relatives ou respectant les canaux du droit sont de mise. Mais le problème, en fait, au niveau de la CPI, n'est pas réellement les juges. Je ne pense pas que le problème soit là. Le problème, c'est le bureau du procureur, puisque c'est le bureau du procureur qui a l'initiative des poursuites. Et donc, c'est sur le bureau du procureur que tout se joue, en fait, que toute la légitimité de la remise en cause de la légitimité de la Cour pénale internationale, toutes les questions qui emballent aujourd'hui la Cour, qui embastillent la Cour aujourd'hui, se posent, c'est justement sur les activités du bureau du procureur, sur les leviers sur lesquels le bureau du procureur mène ses enquêtes. Aujourd'hui, on se rend compte, et les déballages qu'il y a eu par Mediapart dans cette affaire relative à Laurent Gbagbo, et évidemment les implications du procureur de l'époque, Morano Ocampo, a fini par laisser le doute sur la légèreté avec laquelle la procédure avait été entamée et les leviers politiques, évidemment les fondements politiques et non pas réellement les fondements juridiques qui en fait ont réellement poussé à cela. Il fallait régler un problème politique, il y avait des puissances derrière et tout ça en fait donc ne peut amener qu'aux échecs. Et échecs répétés ne donne pas forcément une bonne image, parce qu'on se dit finalement vous servez à quoi? Vous n'êtes là que pour juger des Africains, et finalement tous les dossiers que vous portez finissent en échec. Remettez-vous en cause ou fermez boutique. Voilà, après donc Jean-Pierre Bemba, après Laurent Gbagbo, Blé Goudé, on va dire, est-ce qu'il y a effectivement quelque chose à reprocher au bureau du procureur de la CPI? Qu'est-ce qui se passe à la CPI? Qu'est-ce qui pourrait expliquer sur quand même ces dossiers majeurs? Parce que Laurent Gbagbo est le premier président qui a quand même été apporté à cette cour-là pour être jugé des crimes qui lui seraient reprochés. On a vu aujourd'hui, à travers cette décision historique donc, qui a décidé d'acquitter Laurent Gbagbo et notamment Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui se passe au bureau du procureur, selon vous, Hilaire Kofika? Non, le bureau du procureur est dans son rôle. Son rôle, c'est de poursuivre
le présumé coupable et d'apporter la preuve de sa culpabilité. La preuve, il existe en droit un principe général, actori in cupito probatio. C'est-à-dire, il revient au procureur d'apporter, il revient au demandeur, donc au procureur d'apporter la charge de tout ce qu'il allègue comme faute ou comme crime ou délit. Et donc il est dans son rôle et je ne vois pas en quoi il fait preuve de zèle, puisque son job c'est d'apporter la preuve de la culpabilité du présumé coupable. Et bon, s'il le fait de façon aveuglée ou aveuglante, bon, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la décision telle qu'elle est sortie, il y a une partie qui est en liesse et l'autre n'est pas. Aujourd'hui, on estime que la Cour pénale a dit le droit, mais pour ceux qui ne sont pas d'accord, la Cour pénale n'a pas dit le droit. Voilà, quand le droit penche d'un côté, il y en a qui estiment que, bon, le droit vit. Mais quand ça va de l'autre côté, je n'aimerais pas couper. Justement, il est confident, je voudrais vous demander, aujourd'hui, qui porte la responsabilité des plus de 3000 morts ivoiriens? Est-ce qu'on doit aujourd'hui, puisque visiblement, ou vous allez me le dire, est-ce que la CPI dit, monsieur Laurent Gbagbo, monsieur Charles Blé Goudé, vous n'avez commis aucun crime? Est-ce que c'est ce que la CPI dit, ou la CPI dit, plutôt, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour attester de ce que vous avez commis ces crimes-là? Qui aujourd'hui doit porter? Dit que les preuves sont insuffisantes pour retenir la culpabilité de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Et a raison. Le premier responsable des 3000 morts s'appelle l'État ivoirien. Mais qui représente l'État ivoirien? Le représentant de l'État ivoirien au moment des faits, c'est Laurent Gbagbo. On est d'accord? Mais Laurent Gbagbo, c'est une personne morale. C'est une personnalité morale. Et l'État a une personnalité morale autant pour moi. Et Laurent Gbagbo, représentant de l'État, donc la personne physique. Mais Laurent Gbagbo a délégué ses responsabilités à multiples personnalités de ce pays-là. Et lorsque Laurent Gbagbo a demandé le recomptage des voix, mais ce n'est pas encore un péché, parce que la crise est partie de là. Mais il y a guerre civile, il y a les responsables dans chacun des camps. Mais on aurait pu appréhender tous les acteurs qui ont attisé le feu, au lieu que d'aller chercher le premier responsable qui peut ne pas être, dont la responsabilité pénale ne peut ne pas être directement approuvée. La preuve, on en est arrivé là. Parce qu'il y a la responsabilité directe, la responsabilité indirecte. La responsabilité pénale de Laurent Gbagbo peut être avérée de façon indirecte. Mais pour apporter des éléments de preuve tangibles, il sera difficile. Et voilà ce à quoi on est arrivé. Et c'est pourquoi la procédure a duré. Il ne faut pas dire 7 ans pour 7 ans. Non, 7 ans parce qu'on a cherché. Le procureur a cherché et on a envoyé des gens, interrogé et tout. Et puis, c'est triste puisque aujourd'hui... La vérité a été cherchée dans un camp seulement. Merci. La vérité a été cherchée dans un camp. Mais les 3 morts, les 3000 morts, puisque quand on parle de victimes, on ne peut pas oser, on est supposé avoir des responsables. Mais les responsables sont dans la nature. Ça, c'est dans la nature, c'est dommage. C'est dommage pour des États. J'aimerais bien l'appuyer pour dire les 3000 victimes dont on parle. Nous compatissons. Mais voyez-vous, nous parlons de guerre civile. Voyez-vous, donc en réalité, ceux qui sont aux prises, ce sont les civils. Ce sont les partisans de 2 camps qui s'affrontent. Ce n'est pas réellement ou forcément et toujours des réactions militaires venant du camp des forces de défense et de sécurité de l'État qui tirent sur des populations. À la limite, peut-être tirent sur des cibles qui, pour eux, sont peut-être des cibles armées et rebelles et qui, là, respectent les critères du droit international humanitaire. Mais ici, vous avez une guerre civile, donc où des populations se lèvent et vont attaquer d'autres populations. Voyez-vous, et ça, nous en avons rencontré. Quand vous allez dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si les images trottent encore sur Internet, le massacre de Douékoué, où vous voyez des populations creuser des trous, faire du feu et jeter d'autres populations dedans. Ça, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Et ça, c'est de la population. Il faut aller chercher. Mais on n'est pas allé chercher ces victimes-là. Enfin, ces bourreaux dans ces régions. Et on accuse totalement Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voyez-vous, moi j'ai pu suivre aussi à l'intérieur, pour revenir encore aux victimes, lors du procès, lors des conclusions présentées par l'accusation aux réponses
de la défense aux réponses du procureur, vous verrez bien la démonstration qui est faite quand on dit que le discours de Charles Blé Goudé est le discours qui a lancé et qui a déclenché des attaques du 28 février ou du 28 mars, mais finalement qui ont été décousues, qui ont été totalement balayées du revers de la main par la défense, parce que l'accusation n'avait non seulement pas les dates justes, mais la chronologie des faits ne suivait pas. Donc, comme je vous le dis, le problème se trouve au niveau du bureau du procureur. Mais quant à ces méthodes... N'y a-t-il rien à reprocher à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Je vous repose la question. Oui, évidemment, il y a sûrement des choses à reprocher. De responsabilité morale, peut-être. Et je ne pense pas qu'il refuse de porter cette responsabilité. Mais sur ces crimes, même si crimes ils avaient commis, la preuve n'a pas été apportée. La preuve n'a pas été apportée. Mais à aucun moment du procès, la preuve n'a été apportée. Mais le procureur a fait venir des gens qui sont venus, mais qui sont venus quasiment finalement témoigner à décharge de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Quand vos propres témoins viennent témoigner à décharge, alors que vous voulez porter à charge, voyez-vous que il faut revoir vos procédures. Pour pouvoir, hier, le bureau du procureur, Madame Bensouda, fait un communiqué pour dire qu'ils prennent acte de la décision et qu'ils attendent évidemment le rendu écrit pour pouvoir se prononcer si appel il y aura. Et elle justifie, si vous voyez la suite de son discours, que la Cour a fait son travail en toute indépendance et en toute objectivité, et que d'ailleurs la Cour, je parle de la Cour, je parle du bureau du procureur, continue à investiguer dans tel pays, suite à la fête. Voyez-vous, en fait, c'est-à-dire que quand vous lisez ce communiqué, vous avez le sentiment que le bureau du procureur essaie de se justifier, essaie de se donner une certaine légitimité qu'elle est en train de perdre ou qu'elle a perdue. C'est totalement dommage. C'est-à-dire que vous sentez à travers ce communiqué de Fatima Bensouda qu'elle sent le sol qui se dérape sous ses pieds. Parce qu'elle n'avait pas besoin d'argumenter de cette manière-là. Elle n'avait jusqu'à donner les éléments de preuve et tout. Mais qu'est-ce qui la conduit en fait à la suite de son communiqué de dire le procureur... Oui, aujourd'hui, Kofiga, est-ce que le bureau du procureur n'est pas obligé de se défendre? Parce que visiblement, le bureau du procureur prend beaucoup de coups. Je veux parler de coups médiatiques et aussi à travers, pourquoi pas, les deux gros dossiers, notamment le dossier Jean-Pierre Bemba et aujourd'hui le dossier Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Est-ce que le bureau du procureur n'a pas bon droit d'expliquer ou de se défendre aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il est dans son droit. La lecture de mon vis-à-vis atteste de ce que lui aussi porte des coups au bureau du procureur. Mais il oublie que c'est son job et qu'ils sont dans leur rôle. Et le procureur ne vient pas pour relaxer le présumé coupable, mais il vient pour apporter la preuve de sa culpabilité. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Tous les moyens de droit sont bons pour y parvenir. Le bureau du procureur peut se tromper. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va pouvoir jouer son rôle à bien. Et la preuve, tout à l'heure, pendant que nous sommes là, il va interjeter appel. Ils feront appel de la décision, il n'y a rien à faire. Non, pas dans ces formes, pas tout de suite, parce que c'est juste une nuance technique que j'apporte au débat. L'interjection de l'appel ne viendra que lorsque le juge aurait déposé le prononcé écrit. Oui, d'accord, oui. Bon, donc en attendant... Il a demandé le prononcé écrit. Cela suppose qu'il fera forcément à la limite, le procureur fera des observations pour peut-être demander le maintien en détention. Il porte déjà un échec temporaire à l'exécution de la libération ou de l'acquittement de la décision. Mais est-ce que ce n'est pas irréversible en soi, cette décision-là? Est-ce que aujourd'hui, forcément, on ne devra pas constater la remise en liberté Oui, puisque si pendant 8 ans, il n'a pas pu trouver des preuves tangibles, ce n'est pas devant une cour d'appel que l'on va aller trouver des éléments de preuves susceptibles de lutter de leur culpabilité. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit réformer la CPI ou c'est un très bon appareil de droit? Quelle orientation
pensez-vous, pouvez réformer donner? la CPI en quoi faisant? En améliorant? Non. Il y a des juges de qualité à la CPI. Le problème, c'est que c'est parce que c'est seuls les Africains qui sont présentés qui vous posent problème. Mais il se fait que dans le monde entier, les États africains ne font pas preuve de démocratie. C'est-à-dire le continent sur lequel l'homme a été bafoué, les droits de l'homme sont banalisés et piétinés, c'est malheureusement dans le continent africain où nos chefs d'État se prennent pour des demi-dieux, c'est malheureusement sur le sol africain. C'est vrai que ils auraient pu par exemple diligenter une enquête vers le président de Maduro de Venezuela ou je ne sais quoi et d'autres, et dire on attend un jour voir également les leurs à dire se présenter devant la CPI, mais il se fait que c'est nous-mêmes qui nous déculottons devant les gens que nous nourrissons. Donc nous leur donnons l'opportunité de nous juger comme on s'entend. Et comme pour le moment ce n'est que les Africains qui passent, beaucoup de gens s'insurgent ou s'opposent à la vitalité de la CPI qui, pour moi, doit rester une norme supérieure, susceptible de dire le droit et d'être dans l'impartialité. Parce que je ne vois pas quel intérêt a, par exemple, le juge de retenir encore Gbagbo en prison, alors que, comme il a su bien dit, le procureur n'a pas apporté des preuves tangibles pour l'obliger à aller dans ce sens. Je ne vois pas. C'est peut-être le bureau du procureur qui a intérêt, parce que les pressions premières, les pressions politiques, les pressions familiales et les pressions d'intérêt, les coups d'intérêt vont souvent dans ce sens-là. Mais Dieu merci, le droit est bien organisé. Qu'à côté du procureur, il y a le juge qui dispose d'une indépendance pour pouvoir départager les parties comme cela s'entend. Vous voyez, donc, et que l'on cesse, parce que c'est ça, je vous dis, que l'on cesse de jeter l'anathème sur la CPI, parce que seuls les Africains y vont, mais c'est tout simplement parce que les Africains, notamment ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ne sont pas des exemples. Voilà, des chefs d'État voyous, donc normal que la CPI puisse se positionner sur ces pays-là où il y a des problèmes plutôt que d'autres, notamment la RD Congo, où la CPI a annoncé... Même si la plupart se font manipuler par le colonisateur. Voilà. Tant que le droit international est respecté, personne n'a affaire à la Cour pénale internationale, et notamment le droit international humanitaire, qui est le fondement même sur lequel se basent les activités, les poursuites. Et au niveau de la Cour pénale internationale, évidemment, il n'y aurait pas de problème si tout le monde respectait les règles du droit international humanitaire. Mais c'est justement parce que ces règles ne sont pas respectées, ces règles sont violées, par nos États. Voilà, dans nos États, que généralement nous avons ces poursuites, à partir avec le bureau du procureur. Mais que je continue pas à dire, c'est pas la Cour pénale internationale dans son entièreté en réalité, évidemment, et on prend l'ensemble, mais qui est réellement le problème est essentiel. Mais c'est le bureau du procureur. Non, c'est le but, parce que si à chaque fois vous portez des dossiers et que vous finissez en échec à chaque fois devant les tribunaux, mais il y a un problème. C'est-à-dire que vous poursuivez quelqu'un, vous dites qu'il a commis des crimes, et vous menez des investigations, vous utilisez les fonds du contribuable, parce que c'est le fonds du contribuable. Enfin, vous attendez une condamnation, mais vous avez un acquittement après 8 ans de procès avec tous ces coûts financiers, et chaque fois vous finissez ainsi. Bemba, Gbagbo, Blé-Goudé, il y en a d'autres. Et Kenyatta, soyons sérieux. Mais à un moment donné, vous vous posez des problèmes au-delà des Africains. Au-delà des Africains, vous vous posez quels sont les fondements sur lesquels le bureau du procureur mène ses activités. Est-ce que c'est par du fait de la volonté d'un politique qui n'a plus envie d'avoir une menace à l'interne et qui dit écoutez, je vous balance monsieur tel, sur telle allégation, prenez, allez-y, et arrivez là-bas où allez, comme le dit entre griffes les Ivoiriens, vous tapez poteau et vous revenez. Mais non, mais soyons sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la CPI est un instrument sérieux dans la lutte contre l'impunité des violations du droit international en général. Oui, il faudrait maintenir cette institution, mais il faudrait revoir ses procédures, revoir la façon dont le bureau du procureur mène ses activités. Et pour revenir sur la décision, j'aimerais apporter juste 2 nuances techniques. Nous attendions
déjà en fait à une liberté provisoire, mais là c'est une liberté définitive, c'est-à-dire que c'est définitive la décision, c'est-à-dire qu'en réalité nous attendions le 15 janvier dernier une décision sur une liberté provisoire et une décision définitive qui deviendrait intervenir en mars ou en avril un peu plus tard. Mais là, voyez-vous la portée de la décision de la Cour, c'est-à-dire qu'elle est un acquittement total, une libération immédiate. Libération qui peut être remise en cause si le bureau du procureur apporte des éléments qui peuvent en fait amener la Cour à, suivant sur des mesures conservatoires, peut-être sur des questions d'ordre public, à peut-être garder encore M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé pour un court instant encore, parce que de toutes les manières, je pense que la décision est déjà dite. Donc, voyez-vous, c'est déjà ça. Et ensuite, il faudrait faire une nuance, parce que on dit que la décision a été rendue non à l'unanimité, mais à la majorité. Il y a 3 juges, donc 2 sur 3. Une opinion dissidente qui a été faite par la juge dame de cette chambre. Mais son opinion dissidente, j'aimerais bien nuancer, ne porte pas sur la décision de libérer M. Gbagbo et M. Blé Goudé, mais sur la forme dans laquelle la décision a été dite, donc c'est-à-dire qu'un jugement rendu oralement. Donc, je pense que si vous lisez son opinion dissidente, elle martelait sur le fait, elle revenait sur le fait qu'il aurait fallu que cette décision soit une décision écrite. Et donc, je pense que c'est sur ça que son opinion dissidente est portée, mais elle n'est pas allée au fond quant à ce qu'il faut dire qu'il fallait libérer M. Gbagbo ou pas. Donc, voilà cette petite nuance que je vais apporter. Voilà, les implications d'une telle libération. Mais autrement, sinon, M. Johannes, normalement, si le bureau du procureur n'arrive pas à apporter des éléments qui tentent en fait à maintenir, qui en fait amènent la Cour à maintenir M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire à estimer que ce sont des questions d'ordre public, normalement la libération doit pouvoir intervenir dans la semaine. Non, mais c'est que le bureau du procureur a le droit d'interjeter appel. Oui, mais cela n'est pas suspensible, c'est-à-dire qu'en temps, M. Gbagbo serait déjà rentré. Et voilà. Alors, Hilaire Kofidia, nous allons parler, pourquoi pas, des implications d'une telle libération sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Oui, les implications. 8 ans, 2 mandats pour Ouattara. Donc, on a compris. On l'avait envoyé juste pour permettre à Ouattara de bien gouverner la Côte d'Ivoire pendant 2 mandats. Il ne reste que 2 ans. Il rentre au pays. Et vous savez quoi? Laurent Gbagbo a la politique chevillée au corps. Contrairement à ce que pensent les uns et les autres, il reviendra. Il reviendra directement ou indirectement. Soit il décide de remouiller les maillots, soit il décide de fabriquer quelqu'un qui portera son parti. Et déjà, il a fait entendre que son parti peut fusionner déjà avec PDCI pour mieux contre-attaquer ceux qui ont pris 8 ans de sa vie pour rien du tout, contre rien finalement. Parce que, comme il le dit si bien, 8 ans, tout ça pour ça, 8 ans, comme ça, pour ça. Alors que le bureau du procureur aurait pu investiguer mieux avant de déterminer ou de définir l'opportunité des poursuites. Donc la suite, elle est claire. Gbagbo va rentrer, même si d'aucuns laissent entendre qu'il aurait été condamné pour... Non, pas qu'il aurait, il a été condamné, il a été condamné à 20 ans de prison par contumace. Ouattara n'a même pas intérêt à faire... Ouattara n'a même pas intérêt... Je le conseille même. Pour ce que les Ivoiriens réclament, voilà. La réconciliation, accord et accord. Non, on est d'accord que si on veut avancer sur le chantier de la réconciliation, on doit forcément tendre la main à Laurent Gbagbo et pourquoi pas le mettre dans de très bonnes conditions pour que toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire puissent se donner la main. On est d'accord sur ce principe, mais sur les questions de droit, puisque messieurs, vous êtes tous deux des spécialistes du domaine, il y a une condamnation qui attend normalement Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au droit, parfois, s'oppose la raison. Et la raison ici, vu que nous sommes en fait sur des brasiers non éteints, encore, je pense qu'il y a encore des boules incandescentes qui peuvent embraser à n'importe quel moment. Il n'est pas utile aujourd'hui de revenir encore attaquer M. Laurent Gbagbo. Il a dit je rentre chez moi, j'ai déjà commandé mon lit,
j'ai commandé un nouveau lit, et on m'a réaménagé ma maison, je rentre me reposer. Après, je verrai bien. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour pouvoir accompagner son peuple, enfin son pays, pour participer au développement de son pays. Donc, vous estimez d'une manière que, ou d'une autre, l'homme va rentrer, il va rentrer, il va prendre du temps, profiter des siens, voilà, et pourquoi pas remettre les pieds à l'étrier au moment opportun. Pourquoi pas, mais déjà, on a déjà entendu monsieur l'ancien président Bédié dire qu'il a pris langue avec M. Laurent Gbagbo. Tout à fait, avec Guillaume Soro aussi. Guillaume Soro. Donc, voyez-vous, le jeu politique va continuer, mais il faudrait que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité totale, retrouve sa paix totale. Replonger la Côte d'Ivoire dans la crise, c'est déstabiliser à nouveau la sous-région. Ce qui est sûr, ce n'est pas le schéma souhaité. Et je pense que si le président Alassane Dramane Ouattara a quand même pris sur lui de libérer quelques 8000 détenus au total, c'est sûr que tendre la main à son ancien allié devenu ennemi, on arrive parfois à l'oublier, les deux hommes ont été ensemble à un moment de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que pour aller dans ce sentier de la réconciliation nationale, qui est quand même, on va dire, le plus gros couac qu'on peut porter à la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara, la possibilité de fusionner une Côte d'Ivoire avec les pro-Laurent Gbagbo, il a quand même, pourquoi pas, un an encore pour réussir sur ce chantier-là, il est à Kofidia. Oui, forcément, pour aller de l'avant, il va falloir faire table rase des intérêts qui, par le passé, ont divisé. Et là, le président Ouattara a l'opportunité de tendre la main et de bien accueillir la rentrée de Gbagbo et d'oublier ce que vous évoquez comme étant un droit dit pas contumace et qu'il faudrait que Gbagbo fasse 20 ans dans son propre pays. Parce que le modus operandi aujourd'hui dans les États africains, c'est lorsqu'un opposant est gênant, lorsqu'un opposant est dérangeant, il faut lui coller quelque chose et aller lui déposer. On le voit déjà venir chez nous ici. On a vu des syndicalistes comme Métaillon en train de déponger 5 ans, de déponger 5 ans de prison pour quelque chose qui semble être du ridicule. On le voit également aujourd'hui à Dakar, au Sénégal. On le voit dans d'autres pays. C'est devenu... Au Niger. On le voit au Niger. Au Mali. Au Sénégal. Un peu partout. Et ce n'est plus une pratique diligentée par le colonisateur. Parce qu'on tente à tout reporter à la France. Non, c'est une manie qu'eux-mêmes ils ont trouvée. Et nos chefs d'État africains se sont donc endurcis. Ils se sont radicalisés. Oui, dans cette dictature a priori éclairée, mais en réalité qui ne fait que les enfoncer. Bon, même si chez nous, nos politiques ne sont pas aussi courageux comme les Gbagbo, et ils préfèrent la fuite en pastichant. Je pense qu'il faut aller au cas par cas, selon les États africains, il ne faut pas généraliser. Non, et dans certains cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est clair. Voilà, donc il faut aller au cas par cas. Mais je suis en train d'opiner sur la majorité et sur le constat que je fais. Donc, Ouattara n'a qu'à cesser. Il vous laisse son mandat, il est en train de finir le deuxième, qu'il pacifie le pays, qu'il essaie de réunir les fils et fils, parce que quand vous tendez le micro aux Ivoiriens, il y a un seul mot qui sort de leur bouche, la réconciliation. C'est-à-dire que les deux parties ont compris aujourd'hui que notre ennemi commun ne peut plus rien. Donc, mettons-nous ensemble et bâtissons ou accordons un nouveau départ à la Côte d'Ivoire. Et ça doit être la voie la plus indiquée. Voilà. Il y a aussi, messieurs, la perspective de 2020 qui, on va dire, qui ravive un peu quelques coups politiques. On a vu, par exemple... Tous les projecteurs sont tournés vers 2020 à partir de maintenant. Et les cartes sont rebattues. Encore que les cartes sont rebattues, forcément, avec la sortie de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. mais aujourd'hui, il y avait, comme qui dirait, on va dire, des soucis. On a vu, par exemple, le maire du Plateau qui a des difficultés. On sait que c'est la commune la plus riche du pays. On sait que le candidat RHDP à cette commune-là a été battu par le candidat du PDCI. On sait qu'aujourd'hui, le candidat élu maire PDCI a des difficultés pour entrer dans ses fonctions. Il y a des affaires. Et beaucoup accusent aujourd'hui le régime du président Alassane Dramane Ouattara de s'endurcir. Est-ce que c'est un avis que vous
partagé, parce que, outre ce cas-là, il y a aussi le cas du ministre Alain Loboyon qui vient d'être déposé en prison. Oui, nous sommes dans le jeu politique. Les intrigues politiques ne manquent pas. Et nous sommes en plein dans les intrigues politiques. On vient de dire que nous avons... les projecteurs sont désormais totalement braqués vers 2020 parce que c'est la prochaine destination. Aujourd'hui, tout est bon pour pouvoir mettre en place la stratégie pour gagner les élections d'une manière ou d'une autre. Donc les coups seront portés, les coups politiques seront portés aux uns et aux autres sur leurs faiblesses. Donc je pense en réalité que le jeu est lancé. Il faut juste éviter qu'il soit vicié. Et vous savez, moi, mon appréhension personnelle sur ces situations, surtout en Côte d'Ivoire, c'est que ça va vite en fait. C'est-à-dire la braise n'est pas totalement éteinte. Et il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Et nous allons sur un terrain assez mais très glissant. Mais très glissant. Et donc, il faudrait que les autorités ivoiriennes mettent des gants pour agir. Parce que je ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire replonge encore dans une crise. C'est évident que la Côte d'Ivoire non, on l'espère. On l'espère vivement. On l'espère vivement. Et cela, évidemment, ça va du rôle de tous les acteurs politiques, mais surtout des gouvernants actuels. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'être repoussés dans leur dernier retranchement et qu'ils sont plutôt en train d'aller dos au mur, ou sinon que derrière eux, qu'il y a un gros précipice dans lequel ils risquent de tomber. Et donc, on a commencé par faire pression. Et donc, du coup, on se demande s'il n'y a pas là des risques de nouveaux conflits qui est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Hilaire Kofi-Dia, la prochaine destination 2020 est déjà dans tous les cœurs? Et si oui, pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a des personnalités qui aujourd'hui prennent encore des coups, alors que ces personnalités même sont censées être très proches, soit du chef de l'État, ou ont quand même été ministres pendant plus de 5 ans? Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Alain Loboyon, concrètement, selon vous? Moi, je viens de vous le dire. C'est dommage que la politique n'est pas faite pour les enfants de cœur, ou que les gens estiment qu'en politique, il faut forcément la ruse et la rage, ou qu'en politique, il faut donner des coups. Donc, on n'est pas à l'église. Vous voyez, il y a Dieu. En politique, il n'y a pas Dieu, c'est les hommes. Donc, c'est une question de rapport de force. Et le tout repose sur un jeu d'intérêt. Mon intérêt est la mesure de l'action. Et lorsque mon intérêt est contraire à l'intérêt de l'autre, qui constitue pour moi un adversaire, il faut l'abattre. Et pour l'abattre, il faut agir sur quoi? On agit souvent, ils ont talon d'Achille. Et lorsqu'il n'en a pas, on en crée. Voilà ce à quoi on assiste. Du coup, la morale, l'éthique ont déserté du forum politique, qui normalement doit être là de gérer la cité. Ou tout au plus, la politique, c'est, comme le dit un auteur célèbre, c'est l'art de trouver des arrangements, c'est l'art de savoir négocier. Et moi, j'invite le président Ouattara ce jour à copier cela. Il faut négocier avec le PDCI. Il faut arranger les choses pour que la Côte d'Ivoire puisse véritablement prendre un nouveau départ. Parce que les Occidentaux, aujourd'hui, peuvent se frotter les mains et se moquer de nous. Si hier, on se sert souvent d'eux pour dire que c'est à cause d'eux. Puisque c'est la France et la communauté internationale qui ont accordé 8 ans à Laurent Gbagbo, le nationaliste. En faisant cela, ils l'ont rendu Mandela. Mandela, nouvelle version, le nationaliste, le patriote. Il aime son pays. Et il n'a jamais fui. Vous imaginez, c'est les Français qui sont venus chercher Laurent Gbagbo. Il aurait pu fuir, mais il n'a pas fui. Les gens n'ont pas eu cette tradition, ont fui ici. Ils ont fui ailleurs. Mais lui n'a pas fui. Vous voyez donc cet amour-là que le peuple éprouve aujourd'hui pour la personne peut faire que son retour au pays va lui accorder
plus de possibilités, ou plus, c'est-à-dire son charisme a pris du volume. Et donc, il aura son mot à dire. Et quand une personne comme ça veut rentrer, moi, dans ma position à moi, je chercherai simplement à aller à une table de négociation, à une table de réconciliation, à une table de pacification, pour que, enfin, la Côte d'Ivoire puisse connaître des hommes qui ont un peu du patriotisme. Comme vous l'avez dit, on a envie de faire de déposer le Boyo en prison parce qu'on sait que Soro constitue un danger, Soro est un adversaire redoutable, et que celui qui est là, pour le fragiliser, il faut commencer par s'attaquer. Soro devient un danger. Soro n'était pas un danger. Il devient un danger. Il devient dans la perspective de 2020. Puisqu'il n'est plus dans le RHDP. Il devient surtout un danger. Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas. Mais bon, il ne s'est pas prononcé. Pratiquement, c'est ça. Ouais. Et il devient un danger pour la perspective de 2020. Ça veut dire quoi? On reprend les mêmes habitudes, les salles, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi je dis le hasard n'existe pas. Le retour de Gbagbo va recorriger les donnes. Et le retour de Gbagbo va modifier et le sens politique. Le retour de Gbagbo va apporter quelque chose auquel plus personne ne s'attendait. Voilà. Et à vouloir, à vouloir isoler et à vouloir se séparer de Gbagbo, on a fait de Gbagbo le candidat le plus plausible pour 2020. Si jamais Guillaume Soro venait à être le premier à lui demander, il lui a demandé déjà pardon. Il lui a demandé pardon. Officiellement. Et il a manifesté le désir de se rendre à la CPI, notamment pour le rencontrer. Voilà. Maintenant, si entre les deux hommes et entre le trio, je vais ajouter le PDCI, le président Henri Konan Bédié, qui s'est prononcé d'ailleurs et qui est très content de la sortie de Laurent Gbagbo. Il risque d'isoler l'homme fort de l'instant en Côte d'Ivoire, et on voit déjà la nouvelle configuration politique. Emery Olabi, 30 secondes. Le discours de Laurent Gbagbo sera très attendu et sera en fait va déterminer en fait la probable paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation définitive des Ivoiriens. Et j'espère que son retour se fera d'ici la semaine prochaine au plus, parce que plus rien ne le retient dans les geôles de la CPI. Et nous espérons qu'une réforme sera pensée, ou que le bureau du procureur va revoir ses méthodes quant à ses investigations et ses leviers dans ses poursuites contre les supposés ou les présupposés détracteurs ou présumés coupables de crimes contre l'humanité. Voilà. Hilaire Kofidia, rapidement. Espérons que le bureau du procureur ne fasse pas appel et que Gbagbo retrouve. Même s'il faisait appel, Gbagbo rentrerait dans tous les cas. Sa liberté totale et absolue. Et que Gbagbo se mette dans une posture. Il a beaucoup appris en 8 ans. Et il est devenu un homme nouveau. Il avait déjà un bagage politique conséquent. Et comme je vous ai dit, c'est un politiquement correct. J'espère que la sagesse va peser dans sa prise de décision, dans sa prise de parole, et qu'il fera les bons choix pour permettre à la Côte d'Ivoire de connaître des lendemains meilleurs. Voilà, vous appelez à la sagesse, c'est un mot qu'on va retenir. Nous allons, pourquoi pas, boucler avec la déclaration de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, qui dit « Vrai patriote africain est libre ». Laurent Gbagbo, malgré ses faiblesses humaines, ne méritait pas d'avoir 8 années de sa vie gâchées par les machinations de la France et de Sarkozy, ainsi que de leurs alliés occidentaux, pendant que nous célébrons, souvenons-nous de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vraie émancipation de l'Afrique. Donc, notre continent. J'espère que cela servira de nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, une source d'unité et non de division, de force et non de faiblesse, source d'unité et non de division, source de force et non de faiblesse. C'était John Jerry Rawlings. C'est sur ces propos, donc cette invite à la paix et à la cohésion nationale, que nous mettons un terme à cette émission consacrée donc
à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, vitalité de la Cour pénale internationale aux preuves de failles évidentes. Merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.